fais le même exercice en inverse. Exactement. Donc, c'était quoi la question? C'était de dire comment est-ce que j'évalue une prise de parole. Oui. D'accord? Et notamment la prise de parole que tu viens de faire. Tu as utilisé un élément essentiel de l'art oratoire qui est l'éthos, l'image de soi avec des histoires personnelles. C'est très important parce que ceux qui t'écoutent sont des êtres humains. Donc ils aiment voir un être humain de l'autre côté. Ils disent oui, elle a eu les mêmes souffrances que nous, elle a vécu des choses. Et c'est très positif. Là où on peut aller un peu plus loin, c'est tenter de ne pas s'identifier ou donner des éléments d'identification à une idéologie, à un positionnement, et de laisser l'ouverture d'esprit avec un discours universel. Pourquoi je dis ça? Les gens, quand ils nous écoutent, ils vont se demander à un moment donné, il est de droite ou il est de gauche? La personne est chrétienne, elle est musulmane ou elle est juive? D'accord? Et en fonction de la réponse qu'ils vont avoir, ils vont avoir une réaction. Oui. Donc, s'ils se disent, bah oui, la personne est chrétienne, ah mais il est dans mon camp, donc je vais l'écouter. D'accord? Et ben ça va biaiser le message. D'accord? Si à un moment donné, la personne n'est pas dans mon camp, ben, je ne vais pas l'écouter, je vais la contrer. Donc là, ce qui est important, c'est d'emblée de dire au public, quel que soit le camp dans lequel vous me voyez, je suis là pour livrer un message. Je vous délivre quelque chose qui nous est utile à tous, qu'on soit de telle ou telle religion, de tel ou tel bord politique, de telle ou telle richesse. D'accord? Là, ça vient asseoir notre image sur un message. Voilà. Là où on peut aller encore plus loin, c'est de se rendre compte qu'au fond, cet exercice est intéressant. Mais on n'est pas non plus des stars de cinéma. En gros, on n'est pas Céline Dion, on n'est pas Johnny Hallyday, on n'est pas un tel, où des gens vont regarder l'image pendant des heures et des heures. À un moment donné, ils vont se lasser de nous et de nos histoires. Donc, moi, ce que je dis, c'est bien de le saupoudrer et de le prendre occasionnellement. D'accord? Donc, si sur 3 conseils que je vais donner aux gens, il y en a un sur lequel je parle d'une expérience personnelle, il y en a un sur lequel je parle de l'expérience de quelqu'un d'autre que j'ai rencontré, et il y en a un, par exemple, où je vais prendre un fait d'actualité. D'accord? Donc je varie, je ne mets pas que de moi dedans. Voilà comme premier point de conseil que je peux te donner. D'accord. Qu'est-ce qui, du coup, qu'est-ce qui te fait triper dans l'art oratoire? Dans l'art oratoire, ce qu'il y a d'amusant, c'est que tout est possible. Le champ des possibles est ouvert. On peut imaginer n'importe quel discours, même le plus loufoque, on peut le dire. C'est une possibilité. On peut rentrer dans un mariage et puis faire un discours qui n'a rien à voir avec ce qui se fait d'habitude. Et c'est ça que j'adore. On peut faire une campagne politique en ayant une posture totalement différente que tous les autres. En faisant une conclusion dans laquelle on n'invite pas les gens à voter pour nous, par exemple. C'est possible. Et c'est cette dimension-là de créativité, d'ouverture dans les possibles, que je trouve vraiment, vraiment super trippant et amusant. Quelle est la situation la plus complexe que tu aies eu, ou les 2 situations les plus complexes que tu aies eu à vivre en transmettant des compétences d'art oratoire? Waouh! L'une d'entre elles était dans un des milieux les plus riches que j'ai jamais rencontrés, riche financièrement, riche au niveau du capital social et symbolique, auprès de grandes familles. C'était un week-end où j'étais invité à former une personne d'une grande famille à l'intérieur d'un événement dans lequel il s'ennuyait. C'était une demande vraiment spéciale. Je crois que c'était un ambassadeur qui se déplaçait à la maison, enfin à la demeure, c'est une grande demeure. La personne s'ennuyait, elle voulait se former pendant ce temps, quelque part pour faire un pied de nez à sa famille, et en même temps dire voilà, moi je ne suis pas dans votre trip. Et là ça m'a posé un problème. Parce que la personne avait quelque chose à se prouver à elle-même d'une part, et à prouver à sa famille.
Donc elle était déjà dans une posture de non-acceptation de l'événement qui était en train de se produire et dans lequel nous étions. En gros, elle cherchait à ce que je la forme à insulter sa famille, à ne pas écouter, à transgresser dans le réel, dans l'événement même. Alors que mon approche, elle est tout autre. Mon approche, elle part de l'acceptation de la situation dans laquelle on est, même si elle nous est difficile, douloureuse et agressive. Et sur la base de cette acceptation, apporter une proposition nouvelle. Donc j'avais beau lui apporter les propositions nouvelles à l'intérieur de cette formation, elle ne pouvait pas l'entendre parce que son intérêt à elle, c'était la vengeance, la revanche, le fait de prouver, de gagner, de remplacer. En mode guerrier. En mode guerrier, exactement. Expérience très difficile où j'ai dû recadrer la personne par plusieurs fois avant de proposer un autre rendez-vous dans un autre contexte. Donc j'aurais très bien pu rester là parce que c'était agréable. Il y avait du réseau à se faire très clairement. Mais comme ma mission ne pouvait pas être accomplie, j'ai dû mettre fin à la formation et la reporter à un autre moment pour être plus efficace. Donc c'est là où la personne s'est rendue compte que oui, on était dans l'erreur, oui, c'était pas le bon moment, oui, il fallait un recul, oui, il fallait une stabilité au niveau émotionnel, qu'elle a réussi à comprendre, à intégrer et à mettre en pratique. Et là, elle a pu changer la donne. Là, à ce moment-là, quand cette personne-là a accepté de la part de son propre père d'organiser le prochain événement, qui était en l'honneur de je ne sais qui d'autre, qui avait tel ou tel titre, de le faire à sa sauce. Et c'est là où il a pu inviter par exemple des gens qui étaient de la basse société, qui n'étaient pas forcément intégrés, pour découvrir ce milieu-là, pour se faire du réseau eux aussi. Et il est devenu chef de file, mais pas forcément de ceux de son propre rang. Et c'est là où vraiment il s'est amusé, où il a tripé, il a trouvé quelque chose de vraiment intéressant dans sa vie, dans son milieu social. Mais ça a pris 6 mois quand même. La deuxième expérience, c'était dans une autre catégorie sociale. Là, on est vraiment à l'inverse. On se retrouve au fin fond d'une cité. Je suis appelé à répondre à un appel d'offres pour former des jeunes dans des MJC, de quartiers vraiment très difficiles. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers-là ? Il y a du deal, il y a de la drogue, il y a de la consommation de stupéfiants. Le rêve, c'est soit d'être footballeur, soit d'être rappeur, soit d'être dealer. Et souvent, les jeunes se retrouvent en prison, sont souvent en poste de police, arrêtent l'école, scolarité terminée. Donc là, la mairie et la ville, en accord avec la MJC, le Pôle emploi, la CAF, se disent on doit faire quelque chose pour que ces jeunes ne deviennent pas dangereux, il faut les former à quelque chose. Donc déjà, il faut les former peut-être à avoir un bon langage, à ne pas insulter les gens qui sont autour d'eux, les personnes qui veulent les aider, les travailleurs sociaux. Et ils m'ont appelé. Donc l'institution qui avait répondu à l'appel d'offres m'a appelé pour remplir cette mission qui a été vraiment très difficile. Et pourquoi ? Parce que les gens qui m'ont appelé avaient pour but que je dresse les jeunes à ce qu'ils les respectent, à ce qu'ils les honorent, à ce qu'ils obéissent à leurs ordres. Or, moi j'étais pas là pour ça. J'étais là pour leur donner des outils, pour s'exprimer, pour comprendre qu'il est possible avec le langage d'obtenir ce qu'on veut, avec le langage de pouvoir montrer son émotion sans agresser l'autre, avec le langage de pouvoir transmettre une idée forte qui va rester dans l'esprit de notre interlocuteur. Je n'étais pas là pour apprendre à ces jeunes à obéir, à écouter ce qu'on leur dit et bêtement le mettre en pratique. Donc je me retrouvais en porte-à-faux avec les gens qui m'avaient employé. Donc j'ai fermé la porte de la formation. Mais avant de le faire, je leur ai dit venez voir ce que je fais
pour pas qu'il y ait de troubles entre nous, parce qu'à partir du moment où je ferme les portes, vous ne rentrez plus. Si vous voulez voir ce que je fais, vous venez dans la première séance, par exemple. Et il y a eu 3 personnes qui sont dépassées dans la première séance. J'ai fait une formation institutionnelle, très académique, avec une belle structure, notez ceci, il faut absolument faire ça. Si vous êtes devant un employeur demain, alors je sais qu'ils s'en foutent les jeunes. Voilà, ils étaient là pendant 2 heures, au revoir monsieur, au revoir madame, on ferme les portes. Bon écoutez, j'étais dans la même situation que vous il y a 10 ans de ça. L'un de mes meilleurs amis aujourd'hui est en prison, un autre son père est mort, il a gagné au loto, et pendant qu'il était en train de fumer avec la bouteille d'alcool, il s'est endormi, tout a pris feu, l'argent, la maison, et il est mort. J'aimerais vous éviter plein de problèmes, mais je sais que vous êtes les seuls à pouvoir le faire. J'aimerais vous dire que l'école, ça marche, parce que je l'ai fait. J'ai fait l'université, et qu'il n'y a même pas 2 mois de ça, j'ai rencontré un de mes anciens amis qui venait de sortir de prison, il a repris le deal, et puis il m'a dit, Farzad, si seulement j'arrivais à faire comme toi des études. Et que quand on y a touché à la drogue et au deal, c'est vraiment dur d'en sortir. J'aimerais pouvoir vous convaincre de tout ça, mais je sais que je ne peux pas. D'accord ? Vous allez devoir vivre des choses qui vont être intenses, qui vont être dures, qui vont être humiliantes. Vous avez peut-être besoin de les vivre pour comprendre. Par contre, aujourd'hui, je suis avec vous pour vous donner tout ce que j'ai comme consignes, enseignements, retours d'expérience. J'ai rencontré des gens riches, des gens pauvres, j'ai rencontré des gens puissants, des gens qui n'avaient pas de pouvoir. Posez-moi toutes les questions que vous voulez et je suis là à votre service. Et là, c'est devenu tout à coup la formation la plus agréable que j'ai eu à vivre. Parce qu'ils m'ont demandé par exemple des questions du genre comment ils fonctionnent ceux qui nous ont amenés ici dans cette salle. Parce que nous, on aimerait leur rendre la monnaie de leur pièce. On n'a pas envie d'être là. Je leur dis très bien, ils fonctionnent comme ça. Et voilà la stratégie qu'il faudrait. Mais pas pour leur rendre la monnaie de leur pièce, mais pour qu'eux, ils fassent plus pour vous. Et tout à coup, ils se sont retrouvés en tant que proposants d'action politique. Alors, c'était extraordinaire. On avait des jeunes de quartier qui pensaient ne pouvoir rien faire d'autre qu'insulter. Et tout à coup, ils se disaient, ok, notre projet, notre but, ça va être faire construire un nouveau terrain de futsal, à côté de notre quartier. On a ça comme but en tête. Maintenant, on va mettre en place toutes les stratégies qu'il faut. Donc, ils utilisaient les médias, ils utilisaient le fait d'être présents au conseil municipal. Et comme en résultat, ils avaient vu ces jeunes rentrer dans le jeu, on va dire, économique, politique, ils se sont interrogés quand même en face. Ils se sont dit, mais on ne t'avait pas appelé pour ça, quoi. On t'avait appelé pour qu'ils nous écoutent, qu'ils aillent postuler à des offres d'emploi et qu'ils deviennent salariés demain. On ne les avait pas appelés pour venir à un conseil municipal et foutre la merde. Donc et les conseils municipaux étaient enregistrés à l'époque, filmés. Et puis j'ai repris les vidéos et j'ai repris les films. Et là, j'ai proposé une formation aux institutions qui m'avaient demandé de former ces jeunes. Et je leur ai montré que voilà, là, ils ont utilisé telle technique. L'intérêt rhétorique de telle situation, c'est ça. Ce que vous pourriez faire en face de jeunes qui commencent à vouloir prendre le pouvoir, à vouloir faire des propositions, ce n'est pas de les humilier et de rentrer en confrontation avec eux, parce qu'ils sont encore jeunes au niveau de la gestion des émotions, que vous, si vous êtes adulte, vous ne rentrez pas dans l'art comme a fait ce monsieur et comme a fait cette madame. Au contraire, vous rentreriez d'égal à égal comme des adultes dans un engagement. D'accord ? Ils vous demandent un engagement, demandez un engagement. Et là, c'est devenu assez difficile avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient garder le contrôle et garder le pouvoir sur ces personnes-là. Et moi, je ne pouvais plus continuer la formation avec eux parce que sur 9 personnes sur 10, ils voulaient absolument imposer des mots d'ordre. Ils ne voulaient pas travailler avec, ils voulaient faire travailler quelqu'un qui n'en avait rien à faire d'eux. C'est-à-dire le jeune, il était là, il disait « moi, j'en ai rien à faire d'eux ». C'est des gens qui nous ont jamais écoutés, c'est des personnes qui nous considèrent pas, qui nous utilisent. Et moi je leur ai dit, tant que vous ne comprenez pas ça, vous aurez toujours de la délinquance, vous aurez toujours des problèmes dans vos quartiers. Rendez-vous aux prochaines élections.
rendez-vous aux prochaines élections. Et il se trouve que dans l'équipe municipale qui était en train de m'écouter lors de la réunion, il y avait une personne qui 5 ans plus tard allait s'engager. Et elle avait entendu ce discours-là que j'avais eu et elle m'a rappelé 5 ans après. Donc si on a commencé par exemple en 2013, c'était 5 ans après, c'était en 2017, elle m'a rappelé et elle m'a dit j'ai besoin de toi, il faut que je me prépare pour les années qui viennent, parce que vraiment tu as dit ce jour-là quelque chose qui m'a semblé vraiment tellement juste, tellement propre, tellement bon que je dois le comprendre. Même si j'ai appris autrement pendant 30 ans, il faut que je me transforme, il faut que je comprenne. Parce que si je n'arrive pas à le comprendre et que demain je deviens mère, eh ben, je ferai exactement comme les autres ont fait avant moi. Et pour moi, c'était un miracle. Donc, même les expériences, la conclusion pour moi serait même les expériences les plus difficiles, ce sont des choses qui peuvent nous apporter vraiment beaucoup. Toujours voir le bon, le bien et le mieux dans chaque situation. Vraiment, ouais. Et pour finir, j'ai une petite colle. Ouais. Quel distinguo tu Pas fais? trop dur alors. Non, je suis bienveillante. Quel distinguo tu fais entre la notion de formation et la notion de développement? Ah ouais, c'est une colle là. Non, c'est pas une colle. Si, c'est une colle? Formation, développement. Donc pour donner une guidance par rapport à l'expérience dont tu parles là tout Oui, à l'heure, oui, avec oui. les jeunes et Oui, la oui. municipalité, en gros, eux, ils avaient une commande pour former les jeunes A, Ouais. alors que toi, tu étais dans l'intention d'accompagner au développement des jeunes à pouvoir se réaliser eux-mêmes, obtenir, être force de proposition. Ah oui, oui, oui. Là, dans ce cas-là, je vois mieux. Exactement. Oui, oui. D'ailleurs, j'utilise que dans les milieux institutionnels le mot formateur. Je dis par exemple, je suis consultant formateur, mais c'est un mot que j'utilise rarement. Ouais. Parce que mettre en forme n'est pas l'œuvre du formateur. D'accord? Du transmetteur. Moi, je transmets une envie. D'ailleurs, quand j'invite les gens en formation, la première chose que je dis, c'est que cette séance va vous permettre d'être plus motivé à la fin à continuer l'œuvre par vous-même. C'est pas là pour vous cadrer, c'est pas là pour faire vos têtes en biseau pour que ça rentre dans un moule, dans un coin de mur. Non, c'est de dire que vous pouvez prendre toutes les formes que vous pouvez avec les outils que vous avez en main. Maintenant, le développement, ce serait quoi? Ce serait quelque chose, à mon idée, dans mon expérience, c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience globale, totale. La vie se développe de façon naturelle et je pense que l'homme aussi. Il y a un côté naturel dans la façon dont il se développe. Naturellement, il va aller tout à coup vers de la musique. Naturellement, tout à coup, il va aller vers de la peinture ou vers le théâtre. Mais il va être confronté à ce qui n'est pas naturel et qui est conforme. Donc on va lui dire, mais non, pourquoi tu irais faire le troubadour sur les routes alors que toute ta famille est médecin de génération en génération, fait médecine. D'accord? On va vouloir le former. Et lui, pour faire plaisir, va dire, je vais me former à être ceci, à être cela. Et là, ça pose un gros problème. Parce que, quel que soit le bénéfice que va obtenir la personne dans cette voie de formation, ça sera toujours au prix de quelque chose de naturel et qui s'expanse de façon naturelle. Donc il y aura plus d'efforts, plus de difficultés, plus d'embûches. Et chaque résultat va coûter cher en sacrifice. A l'inverse, celui qui se développe de façon naturelle, naturellement son langage va se développer. Naturellement, il va aller vers des expériences qui le passionnent. Il va aller mettre son regard au-dessus de l'épaule d'un artisan pour apprendre. Et il va apprendre. Il va faire un effort colossal. Il va aller chercher dans des livres. Il va aller chercher dans d'autres expériences pour trouver les outils qu'il faut. Et il va y arriver. Ça me rappelle l'histoire que me raconte mon prof de guitare. Il m'a dit quand il est parti de la Réunion en métropole pour apprendre la musique, il était très en retard par rapport aux autres, mais sa passion était telle
il est allé chercher dans les livres, il s'est acheté un piano, il a commencé à apprendre, jusqu'à ce qu'il comprenne. Tu vois. Et quand il m'a raconté cette histoire, j'ai compris qu'il était en train de se développer. Mais que ce n'était pas le fait de se former tel qu'on lui disait. Parce que tel qu'on lui disait, c'était autre chose. C'était un autre projet de vie. Donc, moi, ce que je conseille dans ma discipline, dans l'art oratoire, c'est comme on vit dans un monde qui est très formaté et très conforme, pour être au moins un peu accepté, montrer la forme. Montrer la forme. Mais ne l'épousez pas. Ne vous confondez pas avec elle, ne faites pas alliance avec elle. Montrez la forme. En gros, tu vas à un mariage, tu vas pas venir en tongs. Tu mets ton costume, mais à l'intérieur du costume, c'est ça qu'il y a d'intéressant. Donc, si tu as une posture, une position dans une hiérarchie administrative ou dans une entreprise, prends la forme, mais développe-toi à l'intérieur de la façon la plus authentique qui soit. Et ça, c'est ce qu'on peut faire dans le discours. Quand on crée nos discours, quand on les écrit, il y a une forme. Intro, développement, conclusion. Il y a un but, persuader, convaincre quelqu'un. On prend cette forme. Mais à l'intérieur, on peut y mettre des valeurs d'ordre de morale, de vertu, de recherche. Quelque chose qui est vraiment authentique, qui fait la différence. Et là-dedans, on se développe. Pourquoi j'en suis arrivé à cette méthode-là? C'est que si on est anarchiste et qu'on ne prend aucune forme, et on est dans le rejet de toute forme, eh ben, on ne rentre pas dans aucun système. On s'exclut soi-même. Et admettons qu'on ait l'opportunité d'être dans une position très facilement, eh ben, on refuse l'opportunité de changer les choses depuis cette position. Donc on va laisser la place potentiellement à quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus orgueilleux, plus vilain, avec moins de vertu. C'est dommage. Et c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, on en a marre des politiques parce qu'ils ne font pas ce qu'il faudrait, parce qu'en fait, on a laissé la place. On a dit, mais non, c'est pas pour moi. Mais si, en fait, peut-être c'est pour toi. Prends la forme, mais change-le de l'intérieur. Et deuxièmement, pourquoi j'en suis arrivé à cette méthode, c'est parce que si à l'inverse, on rentre trop dans la forme, c'est la forme qui va nous enfermer et on va être une coquille vide. À l'intérieur, il n'y a rien. Et ça, beaucoup de gens s'en rendent compte. Par exemple, je rencontrais la directrice marketing d'un grand groupe l'autre jour et elle me disait, j'en peux plus de mon métier, il n'y a plus de sens, etc. C'est typiquement les symptômes de la forme qui prend le dessus sur le fond de la personne. Donc ce que faisait la personne à ce moment-là, c'est par exemple, elle faisait des peintures, par exemple, elle faisait d'autres activités extra-professionnelles pour pouvoir se nourrir de sens. Mais ça ne marche pas parce que ça crée une